Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est aujourd'hui le 8 mai, jour férié, 10h30. On va faire un live pendant à peu près 1 heure. L'objectif étant de mettre en contexte, d'accord, de mettre, comment dire, un petit peu en relief le contexte actuel. Alors, on va pas rentrer dans les détails d'un point de vue macro et d'un point de vue micro, etc., etc., mais c'est de vous expliquer un petit peu mon point de vue, notre point de vue, en tout cas d'IVT avec Rodolphe concernant les stratégies actuellement qu'on met en place, que ce soit sur les indices, que ce soit sur le Forex, etc., etc., pour que vous puissiez avoir une approche, essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation de marché actuelle et se mettre en perspective pour des unités de temps plutôt, on va dire, swing, voire même d'ailleurs moyen terme. Alors, toute chose étant relative, qu'est-ce qu'on appelle swing? Le swing, c'est des positions, en tout cas, c'est une vision sur plusieurs heures, plusieurs jours, plutôt d'ailleurs plusieurs jours. Moyen terme, me concernant, c'est plutôt à 2 à 3 mois jusqu'à 6 mois maximum. On a déjà fait sur IVT les différents modules de formation, le premier et le deuxième module. Il va falloir qu'on continue notamment la semaine prochaine, puisque ce matin, il y a un petit peu des ponts, voire des viaducs pour tout le monde. Donc tout le monde ne sera pas forcément dispo. Mais dès la semaine prochaine, on enchaîne sur le troisième module. Sur les deux premiers modules, on a vu les tendances sur les unités de temps. Rodolphe vous l'a rappelé tout à l'heure. Si vous fixez des plans de trading sur une unité de temps en particulier, vous devez avoir les objectifs sur l'unité de temps sur laquelle vous tradez. Après, bien évidemment, on adapte l'intervention, la prise de position et notamment les objectifs intermédiaires sur des unités de temps plus courtes. Comme ça vous permet d'avoir un money management très rigoureux, très strict et surtout très professionnel, c'est-à-dire que ça vous permettra de mettre vos stops de protection au cours d'entrée, d'alléger vos positions, d'accord, et de ne pas être en all-in permanent en visant des objectifs trop pas ambitieux. Voilà, donc on va faire une première partie sur le contexte euh, macro et micro. On va revoir ensemble dans une seconde partie les plans de trading de la semaine me concernant sur le CAC, le DAX, les indices américains. On passera, on fera un petit tour du côté du Japon sur le Nikkei et également sur l'euro-dollar qui a fortement chuté, on peut dire ça comme ça en tout cas, qui a nettement baissé et qui enfin, mon plan de trading que j'ai mis en place depuis plusieurs mois est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, on n'est plus qu'à, entre guillemets, euh, 380 pips très exactement. Mon objectif à 1,15 lorsqu'on était à 1,25. Tout le monde me traitait un petit peu de fou. Effectivement, ça a mis très longtemps à baisser. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire durant ces derniers mois. Mais le plan de trading fonctionne et je voudrais expliquer pourquoi et comment est-ce que j'ai fait pour mettre en place ce plan de trading. Alors, on va commencer tout de suite par le point de vue un petit peu plus global que je devais vous faire, notamment ce week-end, concernant le point de vue macro-micro. Donc, il y a plusieurs choses que je voulais voir avec vous. La première chose, c'est le thème principal qu'il y a en ce moment sur les marchés. Vous le savez très certainement, alors soit de manière un petit peu inconsciente, je dirais, mais, euh, mais c'est clairement la situation actuelle et c'est suffisamment rare d'ailleurs pour être souligné, pour être mis en avant. C'est quoi? C'est la sous-performance des indices américains par rapport aux indices européens. D'accord? C'est-à-dire que vous avez les indices américains, Wall Street, que ce soit l'USP, le Dow, etc., etc., qui sous-performent. C'est-à-dire que quand vous avez l'ensemble des indices internationaux qui commencent à progresser, vous avez les indices américains, eux, qui progressent de manière moindre, voire qui baissent. Et vice-versa, c'est-à-dire que lorsque vous avez les indices européens qui baissent, vous avez les indices américains qui baissent encore plus rapidement. Donc d'un côté, vous avez justement cette situation aux États-Unis qui est complètement différente de ce qui se passe
en Europe, d'accord? Donc j'en avais parlé un petit peu pour ceux qui m'ont suivi sur BFM Business, c'était vendredi, il me semble. Oui, c'était vendredi vers 16h, 16h10. Alors j'ai pas eu le temps de détailler, etc. dans la longueur parce que sinon il m'aurait fallu une demi-heure. Donc c'était un petit peu compliqué. C'est ce que je voulais un petit peu également, surtout insister aujourd'hui. Donc vous avez vous savez, la semaine passée notamment, on a eu énormément de publications d'entreprises. Hop. D'ailleurs, vous voyez ici en live, j'ai le SP qui est en train de sonner et qui est en train de donner un Alors attendez, priorité au direct, bien évidemment. Je regarde ce qu'est en train de faire le SP500 tout de suite. Voilà, il est en train, vous voyez, de faire un breakdown. Ici, le SP, regardez, j'ai une oblique, priorité au direct, hein. J'ai une oblique ici, descendante, une fois depuis février, deux fois, trois fois, quatre fois, et vous voyez qu'on est en train de faire un breakdown. Alors, vous avez notre indicateur ici, MACD retard qui creste vert. Je vous rappelle que l'objectif, je suis ici en daily. Normalement, vous voyez ici, 1 D, ça veut dire un jour, d'accord? Ici, on est en weekly. Ici, on est en mensuel, monthly. OK? Donc là, vous voyez que là, même sur le SP500, d'ailleurs, vous voyez que le SP500 est en train de faire un breakdown ici, alors que pour le moment, nous n'avons sur le CAC absolument aucun signal baissier, aucune rupture des précédents plus bas. D'accord. Donc ça met justement en évidence ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que il y a quand même une sous-performance clairement identifiée sur les indices américains par rapport aux indices européens. Je vais vous expliquer ensuite un petit peu plus en détail plus tard. Donc il y a des publications qui sont dispersées, c'est-à-dire que d'un côté vous avez des publications qui sont pas bonnes et du coup les titres se font massacrer. Vous avez d'un autre côté des publications qui sont supérieures aux attentes avec des perspectives qui sont confirmées, voire même rehaussées, et vous avez des gaps haussier. Par contre, vous avez vu la semaine dernière, alors on peut voir, et c'est pour ça que le contexte actuel est vraiment très important, mais surtout très difficile à comprendre. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le CAC, donc notamment le CAC, le DAX, surtout les indices européens d'ailleurs, l'IBEX de manière moindre qui sous-performe toujours l'ensemble des indices européens, mais vous avez des publications un petit peu dispersées. En fin de semaine dernière, vendredi, nous avions eu les publications des bancaires. Vous avez vu que les bancaires étaient à moins 6, enfin les bancaires, en tout cas Société Générale qui était à moins 6, moins 7, BNP qui était à moins 3, Crédit Agricole qui fermait un petit peu la marche, qui était en léger repli, en tout cas par rapport à BNP et par rapport à Société Générale, mais qui était en repli quand même. Et je vous rappelle que les bancaires quand même constituent une pondération relativement importante du CAC. Mais vous voyez qu'il y avait quand même le CAC qui continuait à monter. Donc c'est-à-dire que vous avez quand même comme ça des publications qui sont un petit peu dispersées. Là où je voulais revenir également, et on va passer de l'autre côté de l'Atlantique tout de suite. Vous avez la publication par exemple d'Amazon. Les publications d'Amazon étaient bonnes, étaient même supérieures aux attentes. Les objectifs, quand vous avez des publications trimestrielles qui sont quand même supérieures aux attentes, généralement, bien évidemment, les objectifs annuels, ils sont au minimum préservés, voire même rehaussés. Vous avez les objectifs qui sont confirmés. Donc les publications sont très bonnes. Amazon, elle gap à plus 7. Qu'est-ce qui se passe ensuite tout au long de la séance? Eh bien, les investisseurs sont en train de s'alléger. Ça veut dire quoi? Moi, je l'interprète, et je pense que c'est ce qu'interprètent du coup les actionnaires, en tout cas les investisseurs, le marché de manière générale sur ce type de publication, c'est que on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que la news est tombée, que la news est bonne, on attendait une news, elle est meilleure que prévu. Ok, ça gape à la hausse parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, bah voilà, je suis plutôt dans une optique de moyen long terme, c'est meilleur que prévu, j'achète la news. D'autres sont plutôt dans, en tout cas, beaucoup plus étaient dans l'interprétation du fait que je vais en profiter pour m'alléger. C'est-à-dire que on a l'impression, j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, les investisseurs, le marché est en train de se dire, ok, c'est bon, mais de toute façon, ça ne pourra pas être mieux la fois d'après. Donc pour le moment, j'ai pas de visibilité.
j'ai pas de visibilité. Effectivement, Nasser me dit avec, comme avec Goldman Sachs, et c'est exactement le même principe sur Microsoft, par exemple. Les résultats sont bons, meilleurs que prévu, le titre baisse. Ça veut dire qu'on se dit, ok, c'était bon, c'était même meilleur, c'est même trop beau pour être vrai, à la rigueur. Et donc, on en profite pour s'alléger parce que je ne sais pas, le trimestre prochain, je suis vraiment pas sûr que ce soit encore meilleur, ou en tout cas meilleur que ce qui est, en tout cas pour le moment, pricé. Je préfère donc plutôt que de pricer et d'anticiper que ce soit encore meilleur que actuellement, parce que c'était déjà supérieur aux attentes, je préfère ne pas prendre de risques, alléger mes positions et voir au cours de ces prochaines semaines, voire de ces prochains mois, dans une optique encore une fois de moyen long terme, de savoir si j'ai cette visibilité pour me dire je reviens à l'achat et j'ai des objectifs beaucoup plus ambitieux. Donc c'est ce qui s'est passé effectivement avec, vous parlez de Google, de Goldman Sachs, etc. D'accord. Je parle effectivement également de Amazon, de Microsoft. Donc c'est un petit peu le sentiment global que j'ai. Et à l'inverse, alors vous avez toujours, encore une fois, vous pouvez voir, et c'est là où ça devient vraiment très compliqué d'avoir on est un petit peu dans le brouillard, c'est-à-dire que vous avez des publications après qui sont en ligne avec les attentes, légèrement moins bonnes, et des titres qui se font littéralement massacrer. D'accord. C'était par exemple le cas de Nexens, et il y a d'autres exemples, bien évidemment les bancaires, mais vous avez les titres qui se font massacrer. À l'inverse, vous avez des actions tous les jours qui se payent très cher dans un secteur à la base et de toute façon qui est voué à être de toute façon très cher, mais qui continue à monter, à monter, à monter et à faire des nouveaux records historiques tous les jours. Je pense par exemple au secteur du luxe, bien évidemment, et à LVMH, où vous avez des actions comme ça qui ne font que monter, que monter, que monter. Donc vous êtes vraiment dans une... alors, je ne vais pas dire que c'est le Far West, mais disons qu'on est vraiment dans une logique de stock picking pure, où on essaye d'étudier au cas par cas, et que du coup vous avez un petit peu du n'importe quoi. C'est là où ça devient compliqué, c'est que vous n'avez plus aucune corrélation. Et c'est un petit peu ce que je voulais revenir, ce que je vous disais, pardon, au début avec la sous-performance des indices américains par rapport aux indices européens, c'est que euh, vous n'avez bon, déjà à la base, bien évidemment, et c'est ce qu'on vous répète sur IVT avec Rodolphe, enfin, on vous le répète très souvent, mais c'est cette corrélation, il n'y a absolument aucune corrélation. Les indices entre eux, vous tradez le CAC, vous tradez le CAC, vous tradez le DAX, vous tradez les DAX. Ça sert à rien d'essayer de regarder un indice américain, d'essayer de voir, oui, alors seulement je prendrai ma position short sur le DAX uniquement si le Dow Jones me donne un signal baissier. D'accord. Donc ça ne fonctionne pas à moyen long terme. Ça peut fonctionner pour avoir une vue globale. C'est pour ça que moi, je vous propose après des plans de trading globaux pour vous dire, bah tiens, là j'ai le CAC, le DAX qui me donne un signal, l'IBEX me donne pas signal, etc. On essaye d'avoir une logique. Mais d'un point de vue vraiment purement trading, si vous tradez l'IBEX, vous attendez un signal sur l'IBEX, point barre. Après, c'est toujours bien effectivement de prendre un petit peu de recul et de se dire, bah tiens, je vais quand même regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs pour voir si j'ai une convergence de signaux globaux, etc. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, notamment en termes de publication d'entreprise, c'est vraiment très compliqué à se dire, bah, toutes les publications d'un point de vue global, elles sont très bonnes, elles sont bien accueillies par le marché, les indices donnent des signaux d'achat, c'est bon, on peut monter plus haut. C'est absolument pas le cas. D'accord. Donc c'est pour ça. J'espère que j'ai été clair là-dessus, que ça vous apporte un minimum quelque chose, mais on est vraiment dans un contexte un petit peu vraiment très particulier, suffisamment rare encore une fois pour être souligné. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est que nous avons, alors le marché européen monte, le CAC monte, le DAX monte, mais on n'a pas véritablement de flux de signal acheteur qui est en train de se mettre en place. Lorsque vous avez, alors vous allez me dire oui, ça monte, ça monte, ça monte, mais vous voyez que lorsqu'on a après des signaux, vous avez des mèches un petit peu partout, vous avez des hésitations. Alors certes, les hésitations à chaque fois se concrétisent derrière et se matérialisent derrière par des nouveaux plus hauts, certes, mais j'ai pas le sentiment qu'on ait des véritables signaux de flux acheteurs qui se mettent en place à cause notamment de ce qu'on a vu à l'instant des publications de sociétés qui sont complètement dispersées, à cause des indices américains qui, c'est suffisamment rare encore une fois pour être souligné, qui nous tirent vers le bas, d'accord, qui tirent les indices européens, le CAC, le DAX, etc. vers le bas. Donc c'est difficile
d'entrevoir dans le contexte actuel par rapport aux publications de sociétés, par rapport à ces flux qui ne se mettent pas en place. C'est vraiment, c'est même pas compliqué, c'est que c'est, je dirais même dangereux pour le moment d'anticiper des nouveaux plus hauts annuels, notamment sur le CAC 40. Et je vous expliquerai ensuite, bien évidemment, en deuxième partie, quel est mon plan de trading là-dessus. D'accord? Donc le marché européen, deuxième point. Le premier point, c'était les publications dispersées. Deuxième point, le marché européen monte, mais sans véritable flux qui n'est pas tiré notamment vers le haut par les indices américains. Et à l'inverse, vous avez des indices américains. Alors, je vais vous prendre ici le SP500. Je vais vous prendre deux séances. Deux séances qui, pour moi, sont caractéristiques. Alors, que ce soit lié d'ailleurs à une publication de news macro, etc. Mais, mais c'est quand même relativement caractéristique. Je vous ai dit, sur les indices européens, on n'a pas de flux acheteur, on n'a pas de flux haussier qui se met en place. Ça monte progressivement en crabe. Sur les indices américains qui sous-performent, est-ce qu'ils baissent est-ce qu'ils donnent des signaux baissiers francs et clairement identifiés? Regardez, il y a une semaine, on était le 1er mai. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Les indices européens étaient fermés. D'accord? Les indices européens étaient fermés. Et qu'est-ce que vous aviez à ce moment-là? Vous aviez eu une accélération baissière. Vous aviez eu un léger signal baissier. En tout cas, vous aviez une correction en intraday qui se mettait en place sur les indices américains. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 19h30? Tout le monde s'est racheté, ça a explosé et finalement, on a terminé en hausse. Alors, je vais prendre ici le SP500, le cash. D'accord? Donc, on a terminé en hausse. Qu'est-ce qui s'est passé 2 jours plus tard? On a eu sur le SP500 un signal baissier. Alors, j'appelle signal baissier, mais plutôt une accélération baissière qui s'est placée en intraday. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième partie de séance? Rachat, rachat, rachat. On a terminé en hausse. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des indices européens, on sent qu'ils sont en train de plafonner. Et à l'inverse, vous dites, bah, vu que les indices américains sous-performent, je vais peut-être avoir une stratégie de short sur les indices américains puisque ils baissent plus vite que les indices européens, en tout cas ils sont beaucoup plus faibles et du coup ils montent moins vite, sauf que c'est pas vrai entre guillemets, puisque derrière les accélérations baissières, elles sont très rapidement invalidées. Donc c'est pour ça que c'est encore plus difficile que ce que je vous ai dit jusqu'à présent en termes de contexte, c'est que le contexte micro, macro est quand même à très peu de visibilité. Vous avez des points techniques, c'est-à-dire des sous-performances des indices américains qui, eux, ne s'intensifient pas. D'accord? Donc ça, on est également dans des séances de fin de séance aux États-Unis de rattrapage à chaque fois et systématiquement. D'accord? Donc on n'a pas, j'ai pas le sentiment qu'on ait de véritables flux haussiers qui nous permettent d'avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux sur les marchés européens. Et à l'inverse, les indices américains, on sent qu'ils plafonnent, enfin c'est même pas qu'ils plafonnent d'ailleurs, ils sont plutôt sur des planchers, mais le plancher ne cède pas. Donc c'est véritablement compliqué pour le moment d'avoir des stratégies swing clairement identifiées à mettre en place. Ça n'empêche pas de trader, ça n'empêche pas de faire des opérations d'intraday pour le moment, mais c'est simplement encore une fois ici pour cette première demi-heure ensemble pour établir un petit peu le contexte dans quelle situation est-ce qu'on est dans une situation clairement identifiée ou pas. Alors pourquoi est-ce que les indices américains très rapidement et très simplement, les indices américains notamment sous-performent. Alors, vous allez me dire, c'est parce que le dollar a monté. Oui, le dollar a monté depuis quelque temps, mais vous avez qu'à prendre, si vous voyez une corrélation entre l'euro-dollar et les indices européens, les indices américains, je vais revenir juste après. Mais très simplement, concernant les indices américains, je pense qu'aux États-Unis, alors ils ne sont pas forcément inquiets, mais disons que le manque de visibilité par rapport à la Fed et par rapport à 2019, en 2018, on sait qu'il va y avoir encore des hausses des taux. On sait que l'inflation maintenant se rapproche, en tout cas est proche ou égale d'ailleurs à l'inflation, à l'objectif d'inflation des 2% qu'ils se sont fixés. D'accord? Ça c'est un fait. Sauf qu'on ne sait pas si l'inflation va continuer à monter et on ne sait pas si l'année prochaine, ils ont comme perspective
la Fed a comme perspective de relever 3 ou 4 fois ses taux en 2019. Et on ne sait pas quel va être l'impact sur le marché. Donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les investisseurs, notamment aux États-Unis, sont rassurés? Est-ce que les investisseurs sont en train de se dire, bon bah super, on a un taux de chômage proche du plein emploi, on a une inflation à 2%, on a des taux qui sont clairement identifiés, on a une stratégie clairement identifiée, l'inflation est en train de se stabiliser, etc. Donc on peut acheter, on peut viser des nouveaux plus hauts, c'est reparti, etc. La locomotive est en place. Alors vous me direz oui, mais effectivement la locomotive est quand même bien en place déjà aux États-Unis depuis quelques temps. Mais là maintenant qu'on a fait l'objectif d'inflation, l'objectif du chômage, etc., qu'est-ce qui va se passer au niveau des taux? Et est-ce qu'on a un relèvement de taux encore aux États-Unis, si on a un relèvement de taux encore en 2019, qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit sur la situation d'endettement, etc., que ce soit sur les actifs risqués, en tout cas nous qui nous intéressent sur les indices, sur les actions. Donc du coup, on a déjà un flou qui est en train de se mettre en place sur 2019. C'est mon sentiment, c'est une analyse, je ne suis pas un spécialiste macroéconomique ni microéconomique, j'essaye simplement après de vous apporter moi les éléments que je pense et mon avis sur la question, voilà, et d'essayer d'élargir un petit peu, simplement de savoir si j'achète ou si je vends. Voilà. Euh, et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'euro-dollar. Alors, vous savez que l'euro-dollar est passé de quasiment 1,25 à moins de 1,19 actuellement. D'accord? On a parlé ces derniers mois, à chaque fois, on est en train de dire oui, alors le CAC 40, il n'arrive pas à monter parce que l'euro-dollar, eh ben, en fait, il est super haut. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Déjà, je vous invite à regardez le début du mois d'avril. Je vais faire simple, d'accord? Regardez le début du mois d'avril sur le CAC. On est passé de, allez, à la louche, 5050, 5003. Ok? L'euro-dollar, début du mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 1,22 à 1,24. Est-ce que le CAC peut monter avec l'euro-dollar? Oui. D'accord? Donc, oui, je suis d'accord que le fait que l'euro-dollar, il n'y a pas de corrélation directe, clairement. Après, je suis d'accord que sur le fond, dans une optique de moyen long terme, si vous avez un euro-dollar qui passe de 1,24 à la parité à 1 de manière ultra violente, bien évidemment, ça va aider les entreprises de la zone euro, les entreprises exportatrices, euh, que ce soit en France ou ailleurs, en tout cas toutes celles surtout qui exportent à l'étranger, bien évidemment, ça va les aider à moyen long terme, en termes de compétitivité. Mais à très court terme, lorsque vous tradez, lorsque vous dites, bah tiens, mince, l'euro-dollar il est en train de monter, donc je ne vais pas acheter le CAC, c'est complètement faux. Donc, il faut effectivement avoir une vision globale dans une optique de moyen long terme. Certes, l'euro-dollar est passé quasiment de 1,25 à 1,18. Oui, ça aide les marchés européens à surperformer les indices américains, mais vous regardez l'évolution du dollar ces dernières années, c'est pas parce que le dollar américain face à un panier de devises, ici je suis sur le dollar index, c'est pas parce que le dollar américain a explosé, entre guillemets, a monté, que les indices américains ont baissé, ont sous-performé. D'accord? Donc il faut sauter un petit peu cela de la tête. Après, moi, concernant ma stratégie sur l'euro-dollar, je vous l'avais déjà donné, je suis ici sur un graphique mensuel. Normalement, si vous me suivez, Zoltis, tu me diras si c'est vrai ou pas, parce que je sais que tu me suis pas mal de temps, notamment sur l'euro-dollar. Je sais qu'il y en a qui sont short sur l'euro-dollar, et heureusement. Sur l'euro-dollar, ça fait plusieurs mois que je vous dis, à 1,25, je ne cherche que des shorts. Simplement, d'un point de vue technique. Je l'ai rappelé sur BFM pour ceux qui ne m'ont pas suivi, je vous le répète ici. Vous tracez deux lignes. C'est très simple. Depuis 2008. C'est pour ça que je vous expliquais dans le module, c'est le module 1, euh, que vous tradiez en intraday, en swing à moyen terme, peu importe, vous devez toujours partir
partir de, pardon, partir des unités de temps très longues. Comme ça vous permet déjà de savoir dans quelle tendance générale est-ce qu'on est. Et ensuite, vous affinez, vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez. Mais c'est pas parce que vous faites de l'intraday que vous ne vous devez pas regarder le mensuel. Je suis ici en graphique mensuel, vous tracez deux lignes. Oblique depuis 2008. Une fois, deux fois, trois fois. On est arrivé ici. Ensuite, vous tracez tout simplement les plus bas. Alors, c'est une zone, bien évidemment. On travaille en zone. On ne travaille pas au pip près en données mensuelles, que ce soit d'ailleurs sur l'euro-dollar ou sur d'autres. Vous tracez une ligne droite, support, support, support. Qu'est-ce que ça vous donne? Deux lignes ici de convergence qui s'appelle une zone de convergence, où vous avez deux lignes, une tendance baissière matérialisée par cette oblique descendante. Tant qu'on ne passe pas en dessous, on reste toujours baissier. Et un précédent support qui fait office de résistance. Stratégie short. La stratégie short a mis certes plusieurs mois. Si on revient ici, c'était pas simple, bien évidemment, à mettre en place. D'accord? Vous aviez eu un range. Qu'est-ce qui s'est passé à nouveau? Eh bien, vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme vous le savez, généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est, regardez, vous avez l'euro-dollar qui passe de 1,38 en ligne droite. Ça baisse toutes les semaines. Ici, je suis en weekly. Qu'est-ce qui se passe quand on est à ici, ici et encore plus ici? D'un point de vue psychologique. Et après, on fait la deuxième partie sur les plans de trading. Généralement, vous dites, ça a bien baissé, j'achète. D'accord, vous connaissez le graphique de l'investisseur, hein, vous connaissez le graphique que tout le monde connaît sur généralement la psychologie d'un investisseur un petit peu classique, je dirais. Quand ça baisse trop, vous dites j'achète, j'achète, et à ce moment-là, à 1,05, qu'est-ce que vous dites? Mince, je coupe mes positions vendeuses, d'accord? Je coupe mes positions acheteuses, pardon, ici, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsqu'on est dans des accélérations baissières violentes, 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 lorsqu'on arrive à 1,06, tout le monde, en tout cas la grande majorité, vise quoi? Beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? À votre avis? On est passé de 1,04 à 25. Ça monte. Ah bah non, en fait, ça monte pas. Ah bah mince, en fait, je revends, je rachète mes positions vendeuses. Lorsqu'on arrive à 1,25, le consensus, la majorité vise quoi? 1,30, 1,35, voire même 1,40. D'accord? Alors oui, ça aurait pu se mettre en place. D'accord? Oui, bien évidemment. On aurait pu y aller, j'aurais pu me planter. Mais sauf que si vous cédez un petit peu à l'effet moutonnier, etc., à chaque fois, vous allez être à contre-pied. Vous allez à chaque fois vouloir chercher le point bas pendant les accélérations baissières, chercher le point haut pendant les accélérations haussières. Et finalement, lorsqu'on est bel et bien sur le point haut ou sur le point bas, finalement, on se fait avoir. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Tout comme il s'est passé ici, d'un point de vue de marché global, d'accord? Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui disait ça lorsque j'ai intervenu sur BFM, mais justement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gros fonds, etc., qui visaient 1,30, eh ben, ils sont en train de solder leur position acheteuse, et ça provoque quoi? Des mouvements baissiers, telle une larve. Alors, c'est le même principe que le crabe, le mouvement en crabe qu'on est en train de connaître sur les indices européens. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar? À l'inverse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Généralement, si vous n'avez pas de plan de trading de fonds clairement déterminé, vous allez chercher à acheter le point bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va baisser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à un moment donné, tout le monde se dise, bon, ben en fait, j'ai eu tort, je vais me racheter. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ça va repartir. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, essayez pas de, pendant des accélérations baissières, des flux qui sont clairement en train d'être mis en place, faites très attention lorsque vous êtes à contre-courant. C'était pas simple dans une optique de moyen terme de se dire à 1,25 je short.
je le conçois, mais le fait d'avoir des plans de trading clairement déterminés, ça vous permet justement dans le sens des tendances baissières, d'une tendance baissière sous une zone de convergence clairement définie sur une unité de temps mensuelle. D'accord? Donc voilà pour le point global. Et maintenant, on va voir ensemble l'aspect beaucoup plus technique et beaucoup plus justement de mise en place de plans de trading. Mais pour faire un petit peu l'intro de tout ça, et après on fera une pause de 2-3 minutes, d'accord? Et on enchaîne ensuite sur les plans de trading que vous avez reçus par PDF pour vous expliquer comment est-ce que je vais les mettre en place, pourquoi est-ce que je les ai mis en place, etc. D'accord? On est clairement ici sur le CAC, sous des résistances, sous une résistance que tout le monde, je pense, a déterminé, a mis en avant, etc. La fin ici de 2017, début 2018, on est en dessous. Sur le DAX, on est autour de quelle zone? Une zone de résistance qui était plus ou moins le bas du fameux porte-voix qu'on avait mis en évidence en début d'année 2018. D'accord? On est autour de cette zone et regardez ce que je suis en train de vous dire, ce que je vous ai dit au début sur la montée en crabe et le fait qu'il n'y ait pas de flux acheteurs qui se mettent véritablement en place. Regardez, je suis ici sur le DAX cash. D'accord? Vous avez ici bougie verte, le lendemain, bougie rouge. Bougie verte, bougie verte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bougie rouge qui est en train de se mettre en place. Donc c'est véritablement compliqué encore une fois avec tout ce qu'on vient de voir. J'espère que c'était relativement clair concernant justement cette décorrélation absolument totale entre les indices européens et les indices américains. Le phénomène de l'euro-dollar, certes qui nous aide, mais c'est pas parce que l'euro-dollar baisse qu'il faut forcément être acheteur sur le CAC, d'accord, ou sur le DAX ou autre, ou en tout cas les indices européens de manière générale. D'accord. Le fait que les publications de résultats d'entreprises et macroéconomiques qu'on a vues sur la Fed, la BCE, et il y a bien évidemment, alors j'en ai pas parlé, mais il y a toujours cette différence totale entre la politique monétaire de la Fed qui est en train de relever ses taux, voire même qui va devoir augmenter, accélérer son relèvement de taux peut-être l'année prochaine ou en tout cas cette fin d'année. Peut-être qu'il y aura un discours euh, peut-être de resserrement monétaire beaucoup plus rapidement que prévu, d'accord? Alors qu'en zone euro, vous avez la Banque Centrale Européenne qui nous a dit bon, les chiffres, pour faire simple, encore une fois, hein, je schématise, je synthétise et je simplifie un petit peu tout ça, mais de dire la Banque Centrale Européenne, bon, bah, les chiffres, ils étaient bons, là, c'est quand même pas dingue dingue, on va pas relever les taux, on va pas réduire le QE, etc., etc., quand même trop rapidement. Donc ça veut dire que en zone euro, c'est quand même pas si terrible que ça. Alors qu'aux États-Unis, ils sont peut-être en train de se poser la question, éventuellement, alors là j'amplifie encore un petit peu, mais de se poser la question, pourquoi pas il y aurait une surchauffe. Vous voyez? Donc on est bien évidemment, l'euro-dollar est en train de compenser toute la hausse qu'il y a eu parce que la Banque Centrale Européenne euh, est beaucoup plus accommodante actuellement que la Fed qui elle, est en train de resserrer sa politique monétaire. Donc bien évidemment, l'euro-dollar n'a absolument aucune justification, il n'y aurait aucune justification à ce que l'euro-dollar soit en 30 si on ne prend que en contexte, si on ne prend que en compte on va dire les deux politiques monétaires de la Fed et de la Banque centrale européenne. Ok? Voilà. Donc là, on a fait le point pour mettre un petit peu tout ça en contexte. On va passer un petit peu plus dans le concret entre guillemets, ou en tout cas sur la mise en application des plans de trading. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes pour que je puisse reprendre un petit peu ma respiration, que je boive un petit peu. Et on essaye de faire ça rapidement pour pas vous embêter en ce jour férié du 8 mai. À tout de suite.